les élections européennes. Plus qu'une dizaine de jours maintenant pour cette élection à un seul tour, parce qu'elle se joue effectivement le 9 juin, ici même à Paris. C'est à suivre comme chaque jour avec vous, Caroline de Camaret. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, dans cette campagne des Européennes, des inquiétudes du côté de la Nouvelle-Calédonie. On en a beaucoup parlé dans l'actualité. Oui, les élections européennes pourront-elles se tenir en Nouvelle-Calédonie le 9 juin? Les Néo-Calédoniens, dont la vie quotidienne est profondément perturbée suite aux émeutes, en doutent. Des citoyens qui se déplacent difficilement, peinent à s'approvisionner. Une partie des 297 bureaux de vote de Nouvelle-Calédonie ne pouvaient pas ouvrir, pourraient ne pas ouvrir. Deux écoles ont été incendiées, je rappelle, à Nouméa. Une élection qui pourrait donc se tenir en mode dégradé. Les juristes se penchent sur le scénario du pire. Et si les élections n'ont pas lieu sur l'ensemble du territoire français, comme c'est habituellement le cas, est-ce qu'il ne sera pas difficile de publier les résultats à l'échelle nationale? En attendant, la Nouvelle-Calédonie, vous le savez, a un statut particulier de territoire d'outre-mer, ne fait pas partie de l'UE, à laquelle elle est seulement associée, ni d'ailleurs de la zone euro. Elle ne bénéficie que d'une très modeste partie des fonds structurels européens et a envoyé jusqu'ici, depuis le début de l'existence du Parlement européen, à peine 2 eurodéputés là-bas. Alors d'où le manque d'intérêt imminent de cette Nouvelle-Calédonie en 2019. 80% d'abstention, 40 000 votants à peine, et donc majoritairement d'ailleurs pour le Rassemblement national. Intéressant, effectivement. Alors aujourd'hui, nous étudions de plus près, Caroline, les valses hésitations pour savoir si, après les élections européennes, la droite traditionnelle et l'extrême droite vont s'allier. Pas en Nouvelle-Calédonie, là on parle vraiment de la Commission et du Parlement, surtout du Parlement européen, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, regardons un petit peu les projections en l'état des choses. Les droites souverainistes pourraient compter jusqu'à 200 élus au Parlement européen sur 720 députés, contre un peu moins de 160 à l'heure actuelle. Le populiste hongrois, Viktor Orban, aujourd'hui a déclaré que c'est l'alliance des extrêmes droites au sein d'un seul grand groupe, au lieu des deux qui existent, et lui est même dans les non-inscrits, qui est important. Et donc pour cela, l'avenir du camp souverainiste en Europe dépendra de la capacité de coopérer de Marine Le Pen en France et de Giorgia Meloni en Italie, a-t-il déclaré. Ça pourrait suffire d'ailleurs, selon lui, à redessiner la configuration de la droite européenne, voire à supplanter le fameux Parti populaire européen, qui est bien sûr le parti le plus important pour l'instant au Parlement européen. Alors le PPE en question ne voit pas du tout les choses de la même façon. Ursula von der Leyen, en ce qui la concerne, désignée en mars candidate du PPE, drague très fortement une certaine Giorgia Meloni en Italie, qui n'a pas répondu pour l'instant aux appels du pied du RN et d'Orban. Une alliance PPE, donc Meloni, est-elle souhaitable pour son opposant du Parti socialiste européen, opposant donc à Ursula von der Leyen, que nous avons interviewé? Surtout pas. Madame Meloni n'est pas une pro-européenne, parce que sinon Monsieur Orban n'aurait pas dit voilà, il faut que les souverainistes se rapprochent de moi et voir Le Pen plus Meloni. Donc cette fiction qui a été inventée par le PPE et par Madame von der Leyen de dire on fait une alliance qu'avec ceux qui sont pro-européens, pro-Ukraine et pro-État de droit. Là, je crois que M. Orban nous a rappelé que Mme Meloni, comme Mme Le Pen, sont des souverainistes et ne partagent pas la conception fondamentale de l'Europe telle que moi je pensais la démocratie chrétienne partagée. Voilà, on comprend qu'à trop draguer la droite radicale de Meloni, Ursula von der Leyen pourrait y perdre au change, perdre le soutien des sociodémocrates dont elle a encore besoin. Parce que pour sa reconduction, il lui faut en effet être nommé par les chefs d'État et de gouvernement dans un premier temps, mais après avoir une vraie majorité au Parlement européen. Et là, effectivement, c'est passé de très près la dernière fois, 9 voix près à peine, et elle aura besoin des sociodémocrates. Oui, il va falloir une loupe, sans doute, pour essayer d'extraire les futures coalition de ce Parlement, dont on verra évidemment la composition après ces élections. On s'intéresse à présent à ces objets du quotidien que l'Europe a changés. Vous nous les présentez chaque jour, Caroline, avec l'aide aujourd'hui donc de Christophe Préau. Bonjour Christophe, directeur du site d'information européenne Toute l'Europe. Vous nous parlez numérique et protection des utilisateurs et des consommateurs. Tout à fait, Raphaël. Si je vous montre ceci, alors, qu'est-ce que c'est ?
Un cookie. Un fameux cookie qu'on partagera peut-être tout à l'heure. Les cookies qu'on a pris l'habitude de gérer en surfant sur Internet, évidemment. Vous savez, ces petits fichiers texte qui enregistrent vos données de navigation. Et depuis donc le RGPD, Règlement général de protection des données, ces cookies, donc, nous avons la main maintenant dessus, nous pouvons les désactiver. Ce qui renforce évidemment la protection de nous, utilisateurs. Mais depuis le RGPD, 2 nouveaux règlements sont apparus au niveau européen qui renforcent encore notre utilisation. Un règlement sur la régulation des marchés numériques et un règlement sur la régulation des services numériques, le DMA et le DSA. Alors c'est un peu des acronymes horribles, mais ça recouvre une réalité assez sympa en fait. Une réalité très sympa. En fait, le DMA recouvre la réalité de régulation des marchés économiques des très grandes plateformes. 24 plateformes ont été répertoriées aujourd'hui par la Commission européenne. Alors évidemment, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, mais aussi Booking. 24 plateformes qui, désormais, aujourd'hui, ne peuvent plus favoriser leurs produits et leurs services, ne peuvent plus non plus vous imposer des applications que vous pouvez désinstaller. Ça veut dire que ça renforce la liberté de choix des consommateurs qui peuvent justement choisir et ne sont pas tenus dans un enfermement commercial où on leur propose uniquement les services et les produits de l'application et de la plateforme concernée. Alors, je vois que vous êtes venu avec plein de... effectivement d'objets du quotidien que vous utilisez tous les jours, votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone. Le second règlement, il vise à réguler le contenu de tout ça. Et voilà, tout à fait. Le second règlement qui est le DSA, qui régit les services, donc il lutte, lui, contre les contenus illicites. Alors tous les contenus qui incitent à la haine, à la violence, au harcèlement, à l'apologie du terrorisme. Donc ces contenus, évidemment, sont interdits et sont désormais surveillés par la Commission et par des autorités de régulation aussi nationales. Mais ils visent aussi à interdire la vente des produits dits illégaux, c'est-à-dire contrefaçons et dangereux. Donc on est mieux lotis finalement. On est mieux lotis, on est mieux protégés. C'est en fait une priorité qui semble essentielle. On est vraiment dans l'Europe qui protège. Et aussi, je dirais une priorité essentielle parce que... Peut-être le savez-vous, mais 86% des Européens utilisent quotidiennement Internet. Et 97% des 16-24 ans. Donc on se rend compte justement de la priorité européenne sur ce sujet. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup de désert numérique. En tout cas, merci beaucoup à Christophe Préau pour cette explication. L'Europe très concrète et ses applications avec le site d'information européenne. Toute l'Europe. On va partir à présent, Caroline, en Allemagne. Ça ne vous a pas échappé, le pays le plus peuplé d'Europe qui se prépare à un vote très clivant. Oui, l'Allemagne, c'est 85 millions d'habitants. C'est donc 96 eurodéputés à élire, le plus important, effectivement, nombre. La coalition d'Olaf Scholz entre les sociodémocrates, les libéraux et les Verts joue sa crédibilité dans ce vote. L'extrême droite de l'AfD est créditée de 16% dans les sondages. Alors, c'est mieux qu'en 2019. Raphaël, mais c'était 11%, mais beaucoup moins bien que ce qu'ils auraient pu faire, tout simplement parce que leur leader a tenu des propos révisionnistes, est englué dans des affaires, et donc c'est à la même hauteur à peu près que les sociodémocrates, autour de 15% aussi, loin derrière la droite à 30%, et les Verts sont crédités de 13% à peine. Les jeunes Allemands ont désormais le droit de voter à partir de 16 ans pour ces élections. Écoutons ce lycéen allemand qui va se rendre pour la première fois dans les urnes. Lorenz. Ja, genau, das ist das erste Mal und ich freue mich sehr darauf. Ja, also ich hoffe natürlich schon, dass tendenziell das Ganze progressiver wird. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass eben durch die Stärke der AfD auf TikTok auch ein großes Problem bereitet, weil eben junge Menschen tendenziell sich auch leicht beeinflussen lassen können, die auch jetzt zum ersten Mal wählen. Genau, ich glaube, da muss man aufpassen, aber insgesamt glaube ich, ist es was sehr, sehr Positives, dass Menschen ab 16 in Deutschland wählen dürfen. Ich erwarte sehr, sehr viel von Europa. Ich glaube leider, dass davon sich nicht so viel umsetzen kann. Vor allem in Bezug auf Klimaschutzmaßnahmen erhoffe ich mir deutlich mehr, weil das einfach zu wenig ist, immer noch. Aber auch auf eine menschenfreundlichere Migrationspolitik.
Alors, avec ce petit portrait de nos confrères d'Hunter, vous l'avez entendu, les jeunes sont tentés par l'écologie et parfois même par une forme d'écologie plus radicale, car la question du réchauffement pèse dans cette campagne électorale pour les élections européennes, comme nous le démontre notre correspondante Anne Maillet. Ils se sont collés au bitume pendant des mois pour alerter sur l'urgence climatique. Mais en l'absence de résultats, ils sont passés à l'étape suivante. Le mouvement allemand Dernière Génération se présente aux élections européennes. Il faut provoquer des perturbations pour attirer l'attention sur la question climatique. Et pour nous, il est devenu indispensable de perturber aussi le Parlement. Dans leur sillon, des électeurs déçus de l'écologie politique comme Kathleen et sa fille. Elle regrette que la question climatique soit passée au second plan après l'immigration et la guerre en Ukraine. Ce que j'aime bien dans leur démarche, c'est qu'on sent qu'ils prennent ce sujet au sérieux et qu'ils considèrent que c'est une question de survie. C'est ainsi que je le vois aussi. Il faut dire aussi que les partis qui devraient défendre cette cause nous ont laissé tomber et c'est difficile de décider pour qui voter. Après un score historique en 2019 avec plus de 20% des suffrages, ce scrutin s'annonce en effet plus compliqué pour les écologistes qui font désormais partie du gouvernement. Le message le plus important pour la dernière ligne droite de la campagne, prenez cette élection au sérieux. Les Verts ont mauvaise presse. De nombreux Allemands les tiennent pour responsables de la flambée des prix de l'électricité. À peine connus en Allemagne, leur chef de file pour les européennes fait campagne contre l'extrême droite, tout en défendant le pacte vert. Depuis le début de la campagne, les attaques en règle contre le Green Deal se sont multipliées. Les électeurs qui souhaitent vraiment faire avancer le Green Deal et développer une politique climatique européenne doivent voter pour nous. Dans ce pays qui doit élire 96 eurodéputés, l'écologie reste un enjeu majeur avec l'extrême droite climato-sceptique, les conservateurs et les libéraux qui remettent en cause la fin du moteur thermique, mais aussi des formations plus confidentielles qui se positionnent sur ce créneau comme le parti pan-européen Volt. Volt, qui est représenté sur tout le continent, occupe un siège au Parlement européen depuis 2019. À Berlin, leur candidate multiplie les journées portes ouvertes. Objectif, décrocher 5 mandats et incarner l'alternative au parti écologiste. L'ONG WWF a procédé à une évaluation et a montré que Volt a soutenu à 100% tous les votes pour le climat au Parlement, alors que le parti écologiste a voté pour 90% d'entre eux. Et les électeurs commencent à s'en rendre compte. Un bulletin écologiste qui menace donc de s'éparpiller. Les Verts sont crédités de 15% des intentions de vote. Voilà, c'est la fin de ce journal. Regardez demain dans La Croix 2 grandes pages sur les questions qui fâchent concernant l'Union européenne. Merci Caroline, le journal de l'Europe et des élections européennes. Ce sera à nouveau demain avec vous, mais sans moi.